Et donc, je lance de ce pas l'enregistrement. Donc, merci d'être là. Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire, ce premier webinaire d'un cycle de 2 webinaires. Pour la thématique Vers des territoires sans pesticides, les leviers d'action des collectivités territoriales. Donc, nous sommes ensemble pendant 1 heure et donc nous allons démarrer par une présentation avec Caroline Gutleben, donc directrice de Plantécité, et puis Maxime Guérin, chargé de mission sur la thématique protection biologique intégrée, notamment. On a également notre collègue Marion Daniel qui est avec nous, chargée d'études, qui a contribué à la rédaction du guide, puisqu'il s'agit ici de rédiger un ouvrage qui sera disponible l'année prochaine. Et donc ça, on vous le rappellera au cours de la présentation. Je ne vais pas prendre plus de temps et donc passer directement la parole à Caroline pour démarrer cette présentation. Bien, merci Ludovic et bien bonjour à toutes et tous. Alors, quelques éléments d'introduction pour préciser un peu le contexte de ce travail et de ce sujet. Vous voyez que l'image nous éloigne un petit peu du cœur d'action de Plantécité, plantes et cité. On n'est pas toujours dans la cité sur ce sujet-là. Mais vous savez très certainement que Plantécité a travaillé depuis sa création à la mise en œuvre de pratiques zéro phyto au sein des collectivités territoriales, alors avec la recherche d'alternatives, mais aussi l'évaluation des impacts environnementaux, des techniques alternatives, des solutions, mais aussi l'acceptabilité de la flore spontanée. Et tout ça, c'était sur les espaces publics, le trottoir, les parquets jardins, mais aussi donc privés en fait, mais tous ces espaces improductifs. Alors que vous voyez sur cette carte qu'il existe encore beaucoup d'autres espaces sur lesquels l'utilisation de produits phytosanitaires est possible. Ça concerne des parcelles agricoles, des infrastructures de transport, des sites industriels. Et puis, on sait que localement, leur utilisation génère des pressions environnementales et sanitaires, que ce soit sur l'eau, la biodiversité, les habitants. Et toutes ces problématiques convergent tôt ou tard vers les élus, les services des communes, des intercommunalités, de leurs syndicats spécialisés. Donc c'est dans ce contexte qu'on a conduit un projet ces 2 dernières années pour identifier les leviers d'action des collectivités territoriales et les ressorts de leur mise en œuvre. L'idée, c'est de pouvoir effectivement s'intéresser à ce que les collectivités territoriales peuvent faire. Alors pourquoi on s'intéresse à ça? Parce que on le sait, les collectivités territoriales ont été pionnières du zéro phyto. La loi Labbé a permis après de massifier ces pratiques-là. Et puis, il y a aussi eu le label Terre saine commune sans pesticides qui a permis de labelliser plus de 700 communes sur le territoire avec des pratiques très vertueuses. On sait aussi que les collectivités territoriales ont des moyens d'agir par leurs compétences eau et assainissement qui leur permet, enfin, qui les amènent à assurer la distribution d'eau potable. Et donc, les collectivités sont en première ligne des enjeux de pollution d'eau, notamment enfin, sur les captages. Après, on sait aussi que les communes, les collectivités, les communes, les intercommunalités ont une diversité de compétences pour agir en faveur de la protection de la ressource en eau, mais aussi de la préservation des milieux naturels, et puis pour une meilleure prise en compte de la santé des habitants et des riverains des zones traitées. Donc, dans ce contexte-là, on a vu que les collectivités pouvaient agir au service de tous les usagers de leur territoire en développant une politique non sectorisée, puisqu'on va voir effectivement qu'il y a un certain nombre de leviers d'action, de leviers incitatifs qui relèvent de leur domaine de compétences pour réduire les usages et les impacts des pesticides sur l'ensemble du territoire. Donc, je vais vous résumer en quelques mots ici le projet dans le cadre duquel nous avons étudié tous ces aspects. Donc, c'est un projet qui a été lancé en 2021, qui est issu de l'émergence de nos groupes de travail notamment, auquel ont contribué, vous voyez, un certain nombre de collègues, donc Caroline et moi-même bien sûr, mais aussi Marion Daniel, Marie de Baudard et Emma Dauphin en tant que chargées d'études qui sont venues nous appuyer pour la recherche d'informations et la rédaction, ainsi que Sandrine Laramindi, chargée de mission en paysage, et Florence Cadeau, documentaliste, qui ont également contribué au contenu du guide. Vous voyez qu'au-delà de l'équipe, il y a une trentaine de personnes issues de différentes structures qui ont pu contribuer, avec notamment le réseau des Fredons, les CNFPT, des instituts techniques également, ainsi que des agences, différentes agences d'État, et un projet donc, qui est soutenu par l'OFB et le ministère de la Transition écologique dans le cadre du plan Écophyto. Et donc la première année a été consacrée à réaliser une veille en fait pour
tenter d'identifier des initiatives sur la mise en œuvre en fait, de pratiques économes en pesticides, identifiées soit au niveau de la presse ou soit via un appel à signalement, complété par un ensemble de workshops qui ont permis de creuser en fait, des thématiques en particulier avec un groupe d'experts et la rédaction du guide en tant que tel a démarré en 2023 et qui est en train de se finaliser. Donc pour ce vaste programme, vaste sujet, on a voulu vous proposer deux webinaires. Le premier webinaire d'aujourd'hui donc, va nous permettre d'abord de faire un point sur l'utilisation des produits phytosanitaires et des pollutions au niveau français, mais aussi sur la réglementation sur l'usage des produits phytosanitaires dans les zones urbanisées. Ensuite, on abordera la question de la police des produits phytosanitaires et de la police de l'environnement, le rôle de l'État et de ses agences. On regardera aussi les pouvoirs réglementaires des collectivités locales pour assurer la qualité de l'eau. Et puis, on fera un point sur les outils pour bien connaître les enjeux de son territoire et les pressions liées éventuellement aux pesticides. Dans un deuxième webinaire de janvier, on abordera à la toute fin le programme le contenu de ce webinaire-là, mais on sera plus sur les leviers d'action en rapport avec les compétences des collectivités locales. Et donc, je vais poursuivre avec un petit récapitulatif des utilisations et des multiples impacts des produits phytosanitaires qui ne sont aujourd'hui bien sûr plus à démontrer et qui font régulièrement l'actualité. Vous n'êtes pas sans savoir que la France fait partie des plus grands pays producteurs d'Européens, ce qui la positionne aussi comme l'un des 3 premiers utilisateurs de pesticides, avec une utilisation à l'hectare qui est supérieure à la moyenne des autres pays européens. Les herbicides et les fongicides représentent à eux seuls plus de 80% des substances vendues, avec en particulier pour le glyphosate, 7 900 tonnes vendues en 2021. On constate d'ailleurs qu'une minorité de parcelles, soit environ 40% de la surface agricole utile, concentre 80% des utilisations. Et avec quand même quelques notes positives en termes de statistiques. En 2023, 10% des produits vendus étaient des produits de biocontrôle, une proportion qui devrait augmenter dans les prochaines années. Et enfin, rappeler que même si le plan Ecophyto n'a pas permis de réduire significativement l'utilisation des phytos dans leur globalité, s'agissant des substances cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques de première catégorie, leur utilisation a quand même baissé de près de 98%. Si on s'intéresse particulièrement au GEVI, donc au lancement du plan Ecophyto en 2008, en fait, à cette époque, on utilisait encore pas mal de produits sur ces espaces. L'essentiel des utilisations concernait les herbicides. Et en termes de volume, les GEVI utilisaient 5 à 10% des produits qui étaient commercialisés en France. Donc c'est pour vous donner un peu une proportion de ce qui était à l'époque. Et on considère que depuis le lancement du plan, plus de 95% des utilisations ont été stoppées. Si on zoome maintenant sur les pollutions et contaminations qui sont engendrées par les pesticides, une expertise collective qui a été menée par l'INRAE et l'IFREMER, publiée en 2022, confirme une présence ubiquiste des pesticides dans l'environnement et que l'ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins sont contaminés, ce qui démontre que les impacts de leur utilisation s'étendent bien au-delà des zones traitées. On les retrouve aussi dans les différents compartiments de l'environnement, que sont l'eau, l'air et les sols, directement contaminés lors et autour du traitement, mais aussi pour l'eau via des pollutions diffuses issues des pesticides et métabolites persistants et circulant dans les différents milieux. Donc pour l'eau, on va avoir une double conséquence finalement. La contamination induit une exposition via la consommation, mais aussi en tant que milieu de vie. La surveillance indique ainsi que plus de 90% des cours d'eau sont contaminés et que 4300 captages d'eau potable ont été fermés entre 1980 et 2022, car contaminés par des intrants agricoles ou des autres polluants. On sait également qu'une unique substance active pollue jusqu'à 1 gramme de substance active pollue jusqu'à 10 000 m3 d'eau, soit l'équivalent de la consommation d'une famille de 4 personnes pendant 5 ans. S'agissant du sol, donc c'est le compartiment qui reçoit le plus de parties, la plus forte partie de produits épandus. 52% de la surface agricole européenne est ainsi dégradée par l'usage des pesticides, ce qui constitue le premier facteur de dégradation. On détecte des pesticides dans les sols des forêts, mais aussi des prairies permanentes ou des friches, alors que ce sont des espaces qui sont peu ou pas traités.
Et pour revenir sur un cas particulier du lindane, hein, qui est un insecticide cancérigène qui est interdit depuis 1998, ben, on le retrouve encore dans la partie superficielle de la majorité des sols, à des concentrations parfois élevées, ce qui montre hein, vraiment de la persistance de ces substances. Et pour finir, s'agissant de la contamination de l'air, qui est beaucoup moins documentée, on a néanmoins quelques informations hein, qui permettent de démontrer de cette contamination. On sait par exemple que jusqu'à 50 mètres au-delà de la parcelle traitée, on peut retrouver des pesticides qui sont en dérive, que les concentrations dans l'air les plus importantes concernent des substances cancérigènes, ou enfin que toutes les couches atmosphériques sont contaminées. Si on zoome maintenant sur l'impact sur la santé humaine, les humains, comme les autres espèces animales, subissent d'une part une exposition chronique par la consommation d'aliments et d'eau contaminés, même s'il existe hein, bien sûr des valeurs seuils réglementaires pour les limiter. Mais ils subissent également d'autre part, lorsqu'ils réalisent ou se trouvent à proximité des traitements, des intoxications, mais aussi parfois des effets à long terme hein, à force d'exposition. Et c'est en particulier ce segment qui fait l'objet de plus en plus d'études récemment, avec une étude hein, au long cours via la cohorte Agrican sur les agriculteurs utilisateurs de produits, mais aussi plus récemment, l'étude Géocap Agri qui s'intéresse au lien entre les cancers pédiatriques et la proximité des vides, ou encore l'étude Pestiril, qui va s'intéresser à comparer en fait l'exposition aux pesticides des personnes vivant près des vignes à celles vivant loin de toutes les cultures. Et donc les résultats de ces études ne sont pas encore toutes connus, mais une synthèse globale réalisée par l'INSERM de 2021 permet de faire état voilà, des impacts qui sont déjà documentés. Et on se rend compte, hein, bien sûr, qu'avec l'amélioration constante des techniques de détection et puis également les progrès scientifiques, la connaissance en termes de pollution et d'impact engendré ne fait qu'évoluer et en tout cas confirmer que c'est un sujet d'importance pour l'ensemble du vivant. On va maintenant poursuivre avec un petit point sur les mesures réglementaires qui s'appliquent à l'utilisation des produits phytosanitaires en zone urbanisée spécifiquement. Hein, donc vous connaissez la loi Labié, bien sûr, qui, depuis 2017, interdit hors produits de biocontrôle utilisables en agriculture biologique ou à faible risque l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les espaces verts, les forêts, les propres et voiries ouverts au public et qui appartiennent à des structures publiques. Et depuis juillet 2022, euh, l'interdiction couvre également les propriétés privées à usage d'habitation et les autres espaces fréquentés par du public ou à usage collectif, dont vous voyez la liste ici. Donc on a le cas particulier des équipements sportifs qui seront tous concernés au 1er janvier 2025, sauf cas dérogatoire pour certaines conditions et usages spécifiques. À noter également que dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles réglementés, l'utilisation des produits de synthèse reste possible si les mesures de lutte obligatoires l'imposent. Si on revient maintenant sur certains sites en particulier, donc pour les établissements d'enseignement, les lieux de travail et les zones destinées au commerce et activités de service, l'interdiction ne va cibler que les zones accessibles au public ou à usage collectif. Donc par exemple pour les lieux de travail, ne seront considérées que les zones extérieures qui sont dédiées à l'accueil des salariés. Pour les voiries, les aérodromes et les lieux de travail, on va pouvoir continuer à utiliser des produits de synthèse sur justification lorsqu'il y a des enjeux de sécurité qui induisent la nécessité de traiter. Donc on pense par exemple pour les aérodromes, pardon, aux pistes et à tout ce qui va servir voilà, aux zones techniques en fait, qui servent pour les avions. En complément, je souhaitais également rappeler que depuis 2011, sur les lieux qui sont dédiés à l'accueil des personnes vulnérables, donc les lieux dédiés à l'accueil des enfants, des personnes âgées, malades ou handicapées, sont interdits tous les produits portant des mentions de danger relatives à la santé humaine, ce qui peut être le cas des produits compatibles avec la loi Labbé, hein, parce que bien qu'ils soient d'origine naturelle, ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas d'impact sur la santé. Et donc, vous voyez que sur ces interdictions, en fait, visent une liste fermée de lieux, mais qu'en réalité, on peut poser la question pour d'autres lieux qui ne sont pas directement visés, mais qui, malgré tout, peuvent constituer des lieux de travail, des structures publiques avec des espaces extérieurs ou des propriétés privées à usage d'habitation. Donc là, je vous ai mis quelques exemples pour illustrer ce propos avec tous ces lieux qui, in fine, sont des lieux de travail et du coup sont visés par la réglementation. Certains d'entre eux peuvent également être des établissements publics et dans ce cas,
l'utilisation des phytosynthèses est interdite sur les espaces extérieurs. On peut également avoir le cas particulier des lieux de culte qui peuvent être, dans certains cas, une propriété privée à usage d'habitation, et dans ce cas-là, c'est l'ensemble du lieu qui sera couvert par des interdictions, pardon. Et pour les haltes galeries et autres lieux d'accueil des enfants, bien sûr, les produits toxiques pour la santé humaine seront également interdits. On va maintenant évoquer avec vous donc l'épandage autour des zones habitées. Donc, en complément, il est obligatoire de respecter donc, une distance de sécurité à proximité des zones habitées, c'est-à-dire une zone qui ne sera pas traitée. Ces zones habitées incluent notamment les locaux affectés aux loisirs et les lieux de travail. Sont également concernées les zones fréquentées par des travailleurs dans le cas, par exemple, sur une exploitation agricole, il y aurait des traitements en présence de salariés ou d'autres collègues. Et puis également, bien sûr, les lieux fréquentés par des personnes vulnérables. Et donc ces ZNT ne s'appliquent pas, là encore, dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles réglementés. Et donc selon la nature et la toxicité des produits utilisés et le type de culture visée, donc notamment la hauteur de la culture, la distance de sécurité va pouvoir aller de 0 à 20 mètres à partir de la limite de propriété. Donc là, il existe actuellement un double système qui, in fine, devrait disparaître, puisque tous les produits n'ont pas encore de distance de sécurité personnes présentes et des riverains sur leur étiquette, donc les DSPPR. Donc lorsque celle-ci est présente, c'est celle-ci qui doit être respectée. Pour ceux qui n'en ont pas encore, on va respecter la distance de sécurité réglementaire. Et donc le principe, c'est que en fait, en fonction de la hauteur de culture, les distances vont varier. Elle va être de 5 mètres sur les cultures basses, mais peut être ramenée à 3 mètres si on en respecte les mesures d'atténuation. De même pour les cultures hautes, elle est par défaut de 10 mètres, mais peut être ramenée à 5 mètres si l'on respecte les mesures d'atténuation. Donc pour les produits les plus toxiques, elle va être de 20 mètres incompressible. Et pour les produits de biocontrôle et à faible risque, il n'y a pas de DSR à respecter. En revanche, il en a bien une à respecter pour les produits utilisables en agriculture biologique. Et donc dans les faits, lorsque en fait la parcelle traitée est en rive de la zone habitée, l'agriculteur va devoir stopper ses traitements avant le bout du champ. En revanche, lorsqu'il y a un élément construit qui vient séparer en fait la zone habitée de la zone traitée, bah, dans ce cas-là, par défaut, la DSR peut être respectée et l'agriculteur n'aura alors pas forcément besoin de s'arrêter de traiter avant la limite du champ. En plus de ces distances de sécurité, les applicateurs devront respecter sur ces zones des mesures de protection et d'atténuation qui vont être définies par des chartes d'engagement ou des arrêtés préfectoraux selon le cas. On considère ici comme mesure de protection des modalités d'information des résidents ou des personnes présentes, des modalités de dialogue et de conciliation, et on peut également inclure des bonnes pratiques d'utilisation comme l'utilisation de matériel anti-dérive ou encore l'adaptation des dates et horaires de traitement. Et le préfet peut, par voie d'arrêté, restreindre ou interdire l'utilisation lorsque les utilisateurs ne respectent pas ces mesures, voire pour le cas des lieux fréquentés par des personnes vulnérables, imposer des exigences supérieures et notamment des distances de sécurité riverains supérieures si les mesures d'atténuation ne sont pas respectées. Pour finir sur ce point réglementaire, donc vous rappelez que les collectivités locales peuvent faire l'objet d'un contrôle phytosanitaire par les inspecteurs du ministère en charge de l'agriculture et qu'il y a eu par exemple en 2022 près de 200 contrôles qui ont été réalisés sur ces communes. Différents points vont être vérifiés à cette occasion, notamment le matériel d'application, le registre phytosanitaire où l'on va consigner tous les détails des traitements réalisés, la validité des certificats phyto ou encore le local phytosanitaire. Et donc, ce qui est l'occasion de signaler que la principale non-conformité qui est relevée lors de ces contrôles, c'est la détention de PPNU, donc les produits non utilisables parce qu'ils sont soit périmés, soit interdits d'utilisation ou soit abîmés. D'où la nécessité de vérifier régulièrement le contenu de son local pour s'assurer de la conformité de ses stocks. Et je laisse maintenant la parole à Caroline.
Bien, passons désormais à cette question de la police des produits phytosanitaires et de la police de l'environnement pour faire le point sur le rôle de l'État et de ses agences. Alors d'abord, qui peut réglementer l'usage des produits phytosanitaires? Sur la diapositive suivante, eh bien, là-dessus, il y a un point qui vous aura peut-être pas échappé ces dernières années. Depuis 2019, il y a une centaine de maires qui ont pris des arrêtés municipaux anti-pesticides pour restreindre, voire interdire leur utilisation sur tout le territoire de leur commune. Et en fait, il y a eu des recours en justice et tous ces arrêtés ont été annulés par les tribunaux administratifs, confirmés par la jurisprudence du Conseil d'État. Donc tout cela est parfaitement détaillé sur l'excellent site Pestidroit qui est coordonné par l'Institut de droit rural de Poitiers. Donc je vous invite à consulter. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que les collectivités locales ne sont pas compétentes pour réglementer l'usage des produits phytosanitaires. Seul l'État est compétent, le ministère, l'ANSES, et dispose du pouvoir de police spéciale des produits phytosanitaires. Alors après, on va se placer dans des situations où les collectivités peuvent être témoins d'atteintes à l'environnement, intentionnelles ou non intentionnelles, hein, et qui impliquent les pesticides. Donc les collectivités ne peuvent pas réglementer l'usage des produits phytosanitaires, néanmoins, elles ont des responsabilités, elles ont des moyens d'action lorsqu'elles constatent des atteintes à l'environnement, qui peuvent être des bidons de pesticides abandonnés au bord d'un ruisseau, le renversement d'une cuve de pesticides consécutif à un accident impliquant un tracteur, l'utilisation de produits phytosanitaires pour le désherbage de fossés, qui est interdit, le non-respect de distance de sécurité, comme ça a été évoqué précédemment par Maxime, et puis une dérive visible par exemple sur une parcelle adjacente. Mais aussi l'épandage en dehors des horaires autorisés en période de pollinisation, et puis des traitements par grand vent, c'est-à-dire plus de 3 sur l'échelle de Beaufort, ce qui correspond à plus de 12 à 19 km/h. Donc, dans ce cas de figure-là, les collectivités, enfin, tous ceux qui sont témoins finalement de ces atteintes à l'environnement ou de ces mésusages, non-respect de conditions d'utilisation de produits phytosanitaires, ont un devoir d'alerte pour mettre en place, notamment en cas de pollution de grande ampleur, de pollution majeure, des mesures d'urgence. C'est d'abord contacter la gendarmerie nationale, le SDIS, pour mettre en œuvre les mesures nécessaires, la préfecture, quand il y a une pollution d'ampleur. Et puis, c'est important de rappeler que les communes, les maires peuvent prendre des arrêtés municipaux en justement mobilisant leur pouvoir de police administrative générale pour faire cesser des pollutions de toute nature, puisque justement, ils ont la responsabilité, ils détiennent la responsabilité de garantir la sûreté, la sécurité et la salubrité publique sur le territoire de la commune. Ensuite, en deux, c'est de rassembler des preuves pour faire constater l'infraction. C'est des vidéos, des photos avec des dates, des positions GPS, des témoignages. Il y a des preuves qui peuvent aussi disparaître avec le temps, donc il est important de les rassembler au plus près des incidents. Et puis après, on peut et on doit faire constater l'infraction par des personnes habilitées. Alors, qui sont-elles? Eh bien sûr, il y a les inspecteurs de l'environnement eau et nature qui sont présents au sein de l'OFB, des DREAL, des DDT, des parcs nationaux, qui ont un commissionnement pour rechercher et constater des infractions au Code de l'environnement. Il y a aussi des agents des collectivités assermentés patrimoine naturel au sein des PNR, des conseils départementaux par rapport aux ONS. Et ça, c'est un commissionnement plus récent qui date de la loi sur la reconquête de la biodiversité de 2016. Bien sûr, il y a aussi la police municipale, la police verte, c'est les gardes champêtres notamment, et les policiers municipaux qui peuvent intervenir. Au sein des gendarmeries nationales, il y a aussi des RAESP. Alors d'ailleurs, cet acronyme sont les référents aux atteintes à l'environnement et à la santé publique, qui peuvent être amenés à constater ces infractions. Et puis, pour le cas particulier des mésusages, des non-respects de conditions d'utilisation des produits phytosanitaires en contexte agricole, sont les inspecteurs du contrôle phytosanitaire, notamment des SRAL, des DRAF, qui sont habilités, alors moins en flagrance, mais qui sont quand même habilités pour déclencher une inspection chez ces utilisateurs. Ensuite vient le temps de l'instruction, le temps judiciaire. Donc, on peut le voir sur voilà, le temps de l'enquête judiciaire qui fait appel à la police judiciaire, voilà, qui est spécifique. Actualité début 2025, certains inspecteurs de l'environnement de l'OFB disposeront de pouvoirs de police judiciaire au même titre que les officiers de police judiciaire connus actuellement. Tout ça se passe sous la direction du parquet, donc du procureur de la République, avec l'appui de pôles régionaux spécialisés en matière d'atteinte à l'environnement.
Et puis, à l'issue de ce temps d'enquête, il peut y avoir des poursuites judiciaires, des actions répressives, avertissements, amendes, remise en état, voire des poursuites pénales ou un classement sec et sans suite. Mais bien avant d'en arriver là, on vous a présenté un cas de figure qui va jusqu'au bout et dans le cas d'atteintes à l'environnement qui sont significatives. Mais néanmoins, bien avant ça, en premier niveau, finalement, les collectivités peuvent mobiliser deux outils. Alors, un outil qui leur est propre, qui est le rappel à l'ordre, qui leur est à disposition dans le cadre de leur pouvoir de police générale et de la compétence en matière de prévention de la délinquance. Le rappel à l'ordre, c'est un avertissement qui a pour portée de mettre fin à des faits qui ne constituent pas encore un crime ou un délit. Il est sans portée juridique et en ce sens, il ne faut pas le confondre avec le rappel à la loi, qu'on appelle aujourd'hui l'avertissement pénal probatoire. Ce rappel à l'ordre, c'est un outil de pédagogie qui nécessite néanmoins de s'appuyer sur un texte réglementaire, le texte réglementaire qui précise justement les règles auxquelles le contrevenant a dérogé. Donc les collectivités locales peuvent faire acte de pédagogie en première intention en cas de manquement involontaire ou intentionnel pour justement faire cesser ces pratiques problématiques. Et puis, il y a aussi d'autres outils dans un autre registre, un outil qui s'appelle Phytosignal, qui existe dans 3 régions, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire, qui est un dispositif pour faire remonter les atteintes à l'environnement et à la santé, et qui implique l'usage de pesticides. Donc, il y a un numéro vert que les collectivités peuvent communiquer à leurs administrés et même utiliser directement. C'est un outil qui est coordonné par les agences régionales de santé, les DRAF, le Centre antipoison et de toxicovigilance, et puis les Fredons. Donc cet outil n'est pas disponible partout, mais dans les régions où il existe, il est intéressant de pouvoir l'utiliser. Il ne faut pas le confondre avec 2 autres outils. L'outil Fit-Attitude, qui est porté par la MSA et qui est plutôt pour faire remonter des atteintes à la santé chez les utilisateurs. Et puis, un autre outil qui est l'Observatoire de la mortalité des abeilles. Donc là, on ne signale pas au sein de Phytosignal des problématiques sur les ruchers. Ensuite, sur la diapositive suivante, on va passer désormais au pouvoir réglementaire dont disposent les collectivités locales pour assurer la qualité de l'eau. Donc, ce sont des choses qui sont bien connues par les collectivités, les syndicats qui ont en charge justement la distribution de l'eau potable destinée à la consommation humaine, sur la diapositive suivante. Cette distribution qui est une compétence obligatoire des communes ou des intercommunalités, avec une gestion en régie directe ou via une société publique locale, ou par délégation à une entreprise. L'obligation, c'est de fournir une eau potable à tous les administrés abonnés au service des eaux, et ce, par tous les moyens. Et donc, une autre obligation, c'est de mettre en place une surveillance des eaux des captages pour s'assurer effectivement de la bonne qualité des eaux, et puis mettre en place des mesures de protection de ces captages. Là, c'est plutôt une obligation de moyens, ce n'est pas une obligation de résultat, mais c'est important de le préciser. Les collectivités peuvent quand même, si elles ne mettent pas en œuvre ces moyens, surtout si ils sont imposés par un arrêté préfectoral, les collectivités peuvent être condamnées pour carence fautive si aucune mesure n'a été prise. Donc c'est un sujet qui est important à considérer. Il y a beaucoup de ressources. Je vous invite à consulter aussi ce centre de ressources captage de l'Office français de la biodiversité, qui est très complet et sur lequel il y a un certain nombre d'informations relevant de ce sujet-là. Alors, la présence possible de pesticides ou de métabolites dans l'eau destinée à la consommation humaine, je l'ai dit, fait l'objet de surveillance, une surveillance organisée par les acteurs, les intervenants de la production et de la distribution de l'eau. Et quand il y a un dépassement, la collectivité compétente, elle est immédiatement informée, ainsi que l'ARS. Et ça conduit parfois à des situations, alors de nature différente, NC0, quand l'eau est non conforme, mais que les dépassements sont ponctuels. Et là, il y a une dérogation, la collectivité compétente peut faire une demande de dérogation avec un plan d'action pour se mettre en conformité sous 30 jours. La situation NC1, c'est un peu plus grave. L'eau est non conforme, mais les dépassements sont récurrents. Là aussi, une dérogation est possible et compte tenu de l'ampleur ou des difficultés que peut rencontrer, le plan d'action pour se remettre en conformité est valable, doit être fait sous une période de 3 ans. Et après, les situations les plus graves, NC2, là, c'est quand il y a
des pesticides et des métabolites, pardon, en quantité vraiment inacceptable. Il n'y a aucune dérogation possible et la commune, les compétentes, la collectivité compétente est tenue d'approvisionner les habitants, j'ai dit par tous les moyens, ça peut être en fournissant des bouteilles, en apportant de l'eau potable par camion-citerne aux habitants. En 2022, ce sont 18 000 personnes qui étaient concernées par la situation NC2, donc la situation la plus grave. Et on estime aussi à plus de 10 millions de personnes, un peu plus de 10 millions de personnes concernées par l'ensemble de ces trois situations, c'est-à-dire avec une eau qui n'est pas conforme, mais avec différents degrés de gravité. Voilà, alors pour anticiper ces situations et prévenir les pollutions diffuses, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, c'est quels sont les leviers d'action des collectivités en lien avec leurs compétences eau. Alors, il y a un premier sujet qui est la révision des déclarations d'utilité publique des captages d'eau potable. On verra ensuite la question de l'acquisition des terrains dans ces aires d'alimentation de captage. Et puis après, la possibilité aux collectivités de solliciter la mise en place de zones spécifiques pour renforcer la protection. Alors d'abord, sur la révision des déclarations d'utilité publique des captages d'eau potable. Ce sont des dispositions qui, bien sûr, existent très largement. Il y a 32 900 captages en France, mais tous n'ont pas identifié des zones de protection. Et il en existe plusieurs. Vous voyez, en rouge, il y a le PPI, c'est le périmètre de protection immédiate, qui est juste vraiment tout près du captage. Et là, les collectivités sont chargés d'acquérir, enfin, ont l'obligation d'acquérir les terrains, mais ça concerne une toute petite zone. Ensuite, il y a le périmètre de protection rapproché en violet, donc qui est un peu plus loin. Et puis après, il y a le périmètre de protection plus éloigné, donc en vert. Et là aussi, alors ces deux périmètres, le PPR et le PPE, ne sont pas toujours définis. Voilà, on estime que même pour les 1000 captages prioritaires, donc Grenelle ou conférences environnementales, qui sont donc ceux sur lesquels il y a des masses les plus sensibles, eh bien, il n'y en a que 85% qui disposent d'une aire d'alimentation de captage délimitée et de périmètres bien définis. Donc, on peut imaginer que pour ceux qui ne sont pas classés prioritaires, c'est encore moins fréquent. Donc, une opportunité, c'est justement quand on est amené à solliciter une révision des déclarations d'utilité publique pour pouvoir exploiter un captage. Eh bien, il y a une opportunité justement à réfléchir à ces périmètres de protection. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière ces périmètres, il y a des servitudes. C'est-à-dire que pour chaque périmètre, on peut déterminer des usages autorisés ou non autorisés. Donc, ça ne concerne pas que la question des produits phytosanitaires ou des nitrates, hein, mais ça concerne aussi vraiment le stockage de matériaux, voilà, un certain nombre d'usages qui peuvent poser des problématiques ou qui peuvent poser des risques pour la qualité des eaux du captage. Et donc, ce qui est intéressant, c'est aussi que depuis juillet 2020, il existe une procédure simplifiée. Donc, cette demande de révision de déclaration d'utilité publique, pardon, est moins difficile à mettre en œuvre pour ajouter des parcelles dans les périmètres si elles représentent toutefois moins de 10% de la superficie totale du périmètre de protection initiale. Donc voilà, ça c'est le premier point pour anticiper les problématiques de pollution diffuse. Un autre point, c'est le fait de pouvoir mobiliser le nouveau droit de préemption ressources en eau pour sécuriser ces captages d'eau potable qui existe depuis septembre 2022 et qui donne la possibilité aux collectivités locales d'acquérir en priorité des terrains situés dans les aires d'alimentation de captage. Alors, ce qui est important, c'est qu'un droit de préemption, ce n'est pas un droit d'expropriation, hein, c'est juste quand les terrains vont être mis à la vente, eh bien, la collectivité peut en faire l'acquisition en priorité. Voilà, c'est un dispositif réglementaire qui est institué par arrêté préfectoral à la demande des communes, intercommunalités et syndicats mixtes compétents en matière d'eau potable. Donc, il faut qu'il y ait d'abord eu un arrêté dans la zone concernée pour que la collectivité puisse faire jouer sur ce droit de préemption pour faire l'acquisition de terrains situés dans ces aires d'alimentation de captage. Et puis, parmi les obligations, il faut conserver, quand c'est le cas, la destination agricole des terrains préemptés.
si c'était des terrains agricoles, même une fois acquis par la commune, la collectivité, ils doivent rester à vocation agricole, donc faire l'objet d'une exploitation. Soit la commune les met après à disposition via des baux ruraux à des exploitants. Voilà, ça peut être ce cas de figure-là. Là aussi, des informations sont disponibles sur le centre de ressources captage de l'OFB. Et puis le dernier niveau sont les zones soumises à contraintes environnementales, ZSCE, qui est aussi un dispositif réglementaire pour lutter contre les pollutions diffuses, qui lui, en fait, nous vient du Code de l'environnement et du Code rural, à la différence précédemment où c'était le Code de la santé publique. Donc, les principes, c'est que sur les milieux, les espaces fragiles, notamment des milieux littoraux, ou sur des points de prélèvement qu'on va qualifier de sensibles, comme les captages Grenelle, eh bien, ces dispositifs réglementaires permettent de définir un ensemble de mesures par arrêté préfectoral pour délimiter plus finement, encore plus finement, donc à l'échelle vraiment des parcelles, des zones d'action où on va justement se définir un programme d'intervention avec des servitudes sur ces parcelles délimitées qui peuvent être l'interdiction de l'utilisation de pesticides, par exemple. Et donc, au bout de 3 ans, si les résultats ne sont pas concluants, le programme d'action peut devenir obligatoire. Donc, c'est vraiment un travail très suivi qui se fait de manière ciblée sur les espaces à enjeu. Tout cela doit se faire dans une démarche concertée avec l'avis des représentants de la profession agricole, dont les chambres d'agriculture, du public, des usagers, en mobilisant par exemple le Conseil national, quand il existe, les comités locaux de l'eau. Voilà, et donc on peut peut-être afficher les deux images. Oui, non, c'était pas l'image, voilà, effectivement. Donc, la mise en place, qu'il faut retenir, c'est que la mise en place d'une ZSCE est demandée, doit être faite, mais à la demande des collectivités gestionnaires des captages, au préfet. Elles peuvent, les collectivités, prendre ainsi part à l'exécution des arrêtés ZSCE, à la mise en œuvre de ces plans d'action, et les mesures peuvent devenir obligatoires au bout de 3 ans. Pour l'instant, on n'a pas vu énormément d'exemples, mais les exemples les plus significatifs de mise en place de ZSCE sont par exemple dans les baies bretonnes concernées par les algues vertes, donc plutôt sur des enjeux nitrates, mais on peut tout à fait imaginer que ça se développe dans les prochaines années sur les zones de captage prioritaires avec des pressions phytosanitaires fortes. Voilà. Maintenant, on va passer à un autre volet. On vous a présenté le rôle des collectivités et les compétences qu'elles pouvaient mobiliser par rapport à la distribution de l'eau. Mais la problématique, il faut d'abord bien la connaître sur son territoire, bien connaître les enjeux par rapport à la vulnérabilité de son territoire et des pressions. Donc, on vous a proposé une petite série finalement de ressources pour à faire un premier élément de diagnostic. Et d'abord, la première question qu'on peut avoir, c'est d'avoir des éléments sur la connaissance de l'utilisation des produits phytosanitaires sur son territoire. Je pense qu'on peut cliquer 3 fois parce qu'il y a des choses qui manquent. Voilà. Donc, des outils pour bien connaître les pratiques agricoles. On en a identifié plusieurs. Il y a l'outil Cartobio qui permet de localiser avec un code postal les parcelles en agriculture biologique, les sources et les déclarations faites à la PAC, le registre parcellaire ou l'annuaire Agence Bio. C'est un outil qui est porté par l'Agence Bio avec le soutien de l'Office français de la biodiversité et qui est intéressant parce qu'il permet vraiment à la parcelle de voir si ces parcelles sont des cultures produites en agriculture biologique ou en agriculture conventionnelle. Il y a l'outil Adonis aussi qui, lui, à l'échelle communale, permet de diffuser l'intensité des pratiques phytosanitaires via la moyenne des indices de fréquence des traitements. Le porteur de cet outil, c'est Solagro, et les sources utilisées sont des sources agrestes, agences bio, registres parcellaires. Et puis enfin, il y a l'outil Cratère qui, lui, permet de communiquer à l'échelle intercommunale sur l'intensité des pratiques phytosanitaires en croisant les questions de quantité et de toxicité des produits. Les sources sont la Banque nationale des ventes distributeurs des produits phytosanitaires, des sources aussi issues de l'OFB, de Cartostat et du ministère de l'Agriculture. Le porteur de cet outil, c'est le grenier d'abondance avec le soutien de l'ADEME, du ministère de l'Agriculture et de l'ANR. Donc ça, il y en a d'autres aussi, mais on vous a fait une petite sélection peut-être parmi les outils les plus visuels qu'on a pu identifier pour justement accéder à la connaissance justement de l'usage des pratiques phytosanitaires sur son territoire. Ensuite,
La question qui se pose, c'est est-ce que sur mon territoire, il y a des pollutions connues? Mais ce qui est très important, c'est de dire qu'il n'est pas toujours possible d'établir un lien clair entre la détection environnementale d'une substance active ou d'un métabolite et un usage précis. Donc, on ne fera pas forcément toujours le lien entre un niveau de contamination un niveau de contamination connu et les pratiques phytosanitaires, les pratiques agricoles. Parfois, ça peut être pas si simple de faire cette corrélation. Donc, du plus complet au moins complet, voire au très lacunaire, euh, il existe d'abord, bien sûr, par le suivi, les analyses de contrôle sanitaire pour l'eau destinée à la consommation humaine. On peut, par code postal, accéder aux résultats des analyses et avoir un peu une idée justement des niveaux de contamination. C'est un peu le détail de est-ce qu'on est en NC0, NC1, NC2. Ensuite, on peut accéder aux informations pour connaître la contamination des cours d'eau ou des eaux superficielles. C'est l'état chimique des cours d'eau par bassin versant, la qualité écologique des rivières avec des indicateurs biologiques. Là aussi, il y a des informations qui sont accessibles et qui permettent d'avoir un peu des niveaux des niveaux de contamination. Après, s'agissant de l'air ambiant et des sols, là par contre, il n'y a pas de surveillance générale. Donc, il y a des campagnes de mesures qui peuvent être réalisées. C'est le cas pour le réseau Air Atmo, fait par les ASCA, les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. Et il y a une base FitAtmo qui permet d'accéder aux campagnes de mesures. Après, elle ne recherche pas euh, toutes les substances et métabolites concernés par enfin, les phytosanitaires, mais ponctuellement, il peut y avoir des masses de données très significatives, mais ça n'existe pas de manière homogène dans toutes les régions. Sur les sols, il n'y a pas de surveillance générale de la contamination des sols. Il y a des études ponctuelles. C'était le cas, par exemple, pour le suivi du lindane, qui est un produit maintenant interdit depuis de nombreuses années, mais qui est très persistant. Et donc, ces informations, elles peuvent être disponibles, surtout de manière cartographique et plus régionale, sur le site du GIS Sol. Voilà, donc ce qu'on peut dire sur ça, mais il y a aussi au niveau national un dispositif de phytopharmacovigilance qui est porté par l'ANSES, qui permet de suivre, d'obtenir, de relever des données sur les résidus et les métabolites de pesticides. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur le site de l'ANSES, il y a des synthèses des données disponibles par substance active. Donc, si vous cherchez tous les relevés qui ont pu être faits en termes de contamination, d'imprégnation des milieux sur le glyphosate, bah, par exemple, il y a une fiche glyphosate qui existe sur ce sujet-là. Et puis, Maxime l'a dit tout à l'heure, il y a aussi des études ponctuelles en lien avec la santé qui permettent notamment d'étudier plus finement l'exposition aux pesticides des riverains ou des non-riverains. Et c'est des travaux qui ne sont pas mis en œuvre que par l'ANSES, mais aussi avec Santé publique France. Voilà. Ensuite, on pourrait dire, on connaît les pratiques phytosanitaires, on connaît l'état des contaminations avec des informations un peu parcellaires, mais qu'en est-il des classements sur mon territoire pour la protection de l'eau? Donc là, il y a ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les aires d'alimentation de captage. Ce sont des informations qui sont accessibles au plan national. Les périmètres de protection des captages, lorsqu'ils existent, eux, sont plus accessibles dans les arrêtés préfectoraux directement. Le site Air Captage doit effectivement s'arrêter très prochainement et on a identifié qu'il y avait aussi un autre outil qui allait prendre le relais, dont le nom m'échappe, mais on va vous mettre ça sur le chat. Il y a aussi, indépendamment donc, de ces aires d'alimentation de captage, il y a aussi des zonages, des zones d'inventaire de milieux humides d'intérêt à l'échelle des bassins versants, qui sont par exemple les IEP, donc les zones humides d'intérêt environnemental particulier, ou les zones stratégiques pour la gestion de l'eau. Et donc ces zonages, ils sont disponibles via les cartes des schémas directeurs, les schémas de gestion et d'aménagement de l'eau qui sont accessibles sur le site Gesto. Et puis alors c'est plus ponctuel, mais il y a des zones humides d'importance internationale qui, elles, font l'objet d'un classement au titre Ramsar par la Convention internationale Ramsar. Et donc sur le site de l'INPN, il y a une couche d'informations qui est disponible pour pouvoir accéder à cette présentation-là. Voilà, je laisse Maxime prendre le relais sur d'autres types de classements. Poursuivre avec les classements concernant la protection des milieux naturels et de la biodiversité. Et donc, on va pour ça illustrer les choses en faisant un petit peu voyager vers la baie du Mont-Saint-Michel.
puisqu'en effet, il existe un différent type de classement et de protection des espaces naturels que je ne vais pas relister ici, mais en fait, peu sont protecteurs vis-à-vis de l'utilisation des pesticides. Et donc, vous voyez ici un agriculteur qui, il y a encore quelques temps, avait la possibilité de traiter son champ de carottes avec des produits phytosanitaires de synthèse à proximité d'une zone Natura 2000, si les documents contractuels de gestion ne prévoyaient rien en matière d'utilisation des pesticides. Parce qu'en effet, il n'existe pas de mesure de portée générale relative à l'utilisation des produits phytosanitaires au sein de ces espaces qui découleraient du Code de l'environnement. Il s'y applique uniquement les mesures valables pour tout traitement découlant du Code rural. En revanche, le code de l'environnement offre quand même des possibilités pour une partie de ces types d'espaces de réglementer localement l'utilisation des phytos via les documents qui vont régir leur création ou leur gestion, à condition cependant que les parties prenantes le souhaitent et se saisissent de cette opportunité, ce qui n'est dans les faits pas toujours le cas. Donc pour les zones Natura 2000, en fait, c'est devenu une obligation depuis un décret de 2022 que des restrictions d'utilisation soient mises en œuvre dans les documents contractuels de gestion. Et si ce n'est pas le cas, c'est un arrêté préfectoral qui va encadrer par voie d'arrêté les restrictions d'utilisation. Pour les arrêtés biotopes et les parcs nationaux, là c'est moins systématique car c'est uniquement à l'appréciation des parties prenantes. Donc, dans le premier cas, pour les arrêtés de protection biotope, c'est l'arrêté de création de la zone qui peut réglementer, voire interdire l'épandage d'intrants agricoles si il en est décidé ainsi. De même, pour les parcs nationaux, ce sera lors de le décret de création du parc que l'on peut définir les conditions d'utilisation au sein de la zone qui vont être ensuite soumises à autorisation du directeur de l'établissement public gestionnaire. Mais vous voyez que voilà, sur l'ensemble des périmètres de protection au titre de l'environnement, finalement, assez peu sont concernés par la possibilité de restreindre l'utilisation. Alors, comment toutes ces informations, on peut les utiliser? C'est-à-dire que l'intérêt, c'est de pouvoir croiser les enjeux et les pressions qui sont sur l'environnement, en tout cas connues sur le territoire. Donc, on a fait une petite simulation sur un territoire, une petite commune dans l'Ain, et en regardant finalement couche après couche, avec les informations qu'on avait, finalement, quels étaient les enjeux. Vous voyez, donc sur ce territoire-là, il y a c'est un territoire qui est marqué par un cours d'eau qu'on voit à gauche des vignettes qui est marqué par la présence d'une zone Natura 2000, d'un arrêté de protection de biotope sur une grande bande le long, d'un espace naturel sensible, c'est cette petite larme bleue que vous voyez sur le troisième vignette, qui est en fait une île qui présente des colonies de plusieurs espèces de hérons. Et puis, il y a une aire d'alimentation de captage en jaune qui est voilà, tout au nord-ouest de la carte de la commune, donc de l'autre côté de la commune, puisque la commune est délimitée par le cours d'eau. La qualité écologique de la rivière, alors la vignette est un peu petite, mais vous voyez un trait rouge, donc elle est plutôt de mauvaise qualité. Sur la commune, on voit qu'il y a très peu de parcelles en agriculture biologique. Il y a quelques petits points verts proche du centre, mais sinon, on est plutôt sur des parcelles en agriculture conventionnelle. Néanmoins, les indices de fréquence de traitement sont plutôt faibles. Vous voyez, c'est plutôt vert sur le territoire de la commune. Et sur les rives, de l'autre côté de la rive, sur les communes voisines, par contre, les indices de fréquence de traitement sont plus élevés. Donc finalement, en première analyse, on voit que les pressions d'origine phytosanitaire sur ce territoire sont plutôt faibles. Que néanmoins le cours d'eau, l'espace naturel sensible et l'aire d'alimentation de captage, qui sont situés au nord-ouest et sur d'autres communes, sont potentiellement exposés à des pollutions d'origine agricole issues des parcelles situées dans les communes voisines. Donc ça, c'est un premier élément d'analyse qu'on peut faire finalement sans être vraiment spécialiste du sujet et avec des données qui sont accessibles. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a de nombreuses informations qui existent à l'échelle du territoire communal ou intercommunal qu'on peut utiliser, que les croisés, ça permet de constituer finalement une première étape avant un diagnostic plus approfondi qui peut se faire via les outils tels que le diagnostic territorial des pressions agricoles et non agricoles des captages, et puis via aussi un autre outil qui a toute sa pertinence, les atlas de la biodiversité communale, où il y a un côté connaissance, mais un côté aussi diagnostic et plan d'action. Et cet outil a d'ailleurs fait l'objet d'une présentation lors d'un colloque à Strasbourg il y a 15 jours, colloque national sur les atlas de la biodiversité communale. Alors, maintenant, on en vient sur les quelques mots pour conclure ce premier webinaire et vous dire effectivement, alors sur la diapositive suivante, que notre intention, c'était de pouvoir vous présenter finalement une partie
d'un triptyque qui existe aujourd'hui au niveau national pour réduire les usages et impacts des pesticides dans les territoires. Ce triptyque, alors en premier lieu, il est réglementaire avec l'action des pouvoirs publics qui détermine des règles d'utilisation, l'homologation des produits, qui sécurise l'usage des produits phytosanitaires. Il y a un autre pan de ce triptyque qui est technique, qui fait appel à de très nombreux opérateurs qui accompagnent les utilisateurs de produits phytosanitaires dans leur utilisation, dans leur réduction, que ce soit par des solutions innovantes, un travail fin sur le terrain pour les accompagner au niveau culturel lorsqu'il s'agit sur des exploitations agricoles. Il y a les chambres d'agriculture, les instituts techniques agricoles, voilà, les cités, on est sûr d'en oublier, mais ils sont effectivement assez nombreux. Et là, nous, ce qu'on voulait vous montrer, et c'est le clic qu'il nous faut, c'est l'action des collectivités locales. Ce qu'on voit effectivement, c'est qu'elles ont la possibilité de pouvoir construire une politique territoriale non sectorisée qui permette d'avancer, d'accompagner ce processus pour réduire les usages et impacts des pesticides sur l'ensemble du territoire de la commune. Donc, ce que nous verrons dans le prochain webinaire, c'est les leviers d'action du foncier et de l'urbanisme. Ça, c'est un volet qui est très significatif et qui relève des compétences des collectivités locales. On regardera les outils des plans locaux d'urbanisme pour planifier et aménager les lisières agri-urbaines où peuvent se concentrer des enjeux et des problématiques. On regardera aussi les opérations foncières pour acquérir les terrains en jeu, les leviers, les outils contractuels pour orienter les usages du foncier, et puis comment les collectivités peuvent participer à la construction de règles de gestion communes sur du foncier non public. Il y a un autre groupe de leviers qui concerne l'aménagement opérationnel. Quels aménagements sont protecteurs pour capter les polluants? Les aménagements aussi pour protéger les riverains. Donc ça, on verra qu'il y a des leviers intéressants et accessibles. Ensuite, il y a tout un autre volet avec des leviers économiques autour de la transition agroécologique, que ce soit les leviers pour indemniser, soutenir financièrement en contrepartie des services environnementaux les agriculteurs. Mais aussi des leviers pour garantir des débouchés et développer des filières peu consommatrices en intrants. Et enfin, on verra une autre famille de leviers autour du dialogue et de la concertation pour adopter un projet partagé sur le territoire, prévenir et désamorcer des conflits locaux. Voilà le programme de ce webinaire du 23 janvier. Je redonne la parole à Ludovic. Merci beaucoup, Caroline et Maxime, pour cette présentation. Merci à Marion également qui vous a partagé quelques liens dans le chat parallèlement à l'intervention. Le dernier lien, d'ailleurs, c'est le lien pour vous inscrire au second webinaire qui aura lieu le 23 janvier 2025. Donc, on comprend pourquoi il y a eu ce séquençage en deux webinaires. Le niveau d'information très détaillé et très dense est déjà très important. Donc, c'est un travail qui, on le rappelle, a démarré en 2022 et le guide qui est dans sa phase de finalisation devrait paraître à l'issue de ce deuxième webinaire, donc tout début 2025. Donc, pour l'instant, je ne vois pas de questions particulières dans le module questions-réponses, pas de réaction non plus dans le chat. On peut peut-être, bon, il nous reste 5 minutes pour conclure ce webinaire. Est-ce que Caroline, Maxime, enfin, bon, tout a été dit, il y a déjà eu une bonne synthèse de fait. Est-ce qu'il y a quelque chose, Maxime, que tu as envie d'insister, sur lequel tu as envie d'insister ou de redire, ou Caroline, en attendant qu'il y ait quelques questions qui viennent, ou euh, Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a beaucoup parlé de levier d'action pour les collectivités territoriales, mais en fait, c'est aussi un outil, enfin, un guide et des webinaires qui s'adressent à tous ceux qui les accompagnent, pas seulement les services des collectivités ou les élus, mais tous ceux qui sont aussi en proximité pour pouvoir les aider à construire aussi ces évolutions et mettre en œuvre tous ces leviers. Merci. Et je vois une question qui est arrivée donc de François Colson. Bonjour François Colson, euh, qui lance, voilà, y a-t-il des informations pour une comparaison européenne? Enfin, quid de liens avec l'échelle européenne sur cette question?
Alors, au niveau européen, ce qu'on peut dire, c'est que la France est plutôt en avance en matière de réduction de l'usage des produits phytosanitaires sur les GEVI, donc sur les espaces publics, les jardins, les espaces ouverts au public, fréquentés par le public. Au niveau, dans les autres pays, il y en a pas beaucoup finalement qui ont aussi mis en œuvre des pratiques aussi poussées. Donc, ça conforte en fait la position qui est que les collectivités en France ont déjà fait beaucoup d'efforts et que si elles veulent avoir justement une approche encore plus transversale sur tout leur territoire et pas seulement sur les 5-15% d'espaces qui sont publics, c'est-à-dire dont elles ont la responsabilité de la gestion directe, eh ben, elles sont probablement les mieux placées pour pouvoir intervenir aux côtés des pouvoirs publics et des acteurs plus techniques qui accompagnent les utilisateurs de produits phytosanitaires. Merci Caroline. Petite question juste au niveau de la diffusion du guide. Donc on le diffusera à Plantécité, donc au niveau des adhérents de Plantécité. Il y aura également une diffusion, j'imagine, côté ministère, OFB, et puis peut-être on invitera les organismes qui travaillent directement sur ces sujets. Je pense au Fredon également à relayer. Enfin peut-être quelques notions sur la diffusion qu'on pourra faire de ce gros travail qui nécessite de mobiliser beaucoup d'acteurs et d'informer beaucoup d'acteurs finalement. Oui, le 23 janvier, ce sera que le début de la diffusion finalement, parce qu'après, on souhaite que justement tous ceux qui accompagnent les collectivités puissent se saisir en fait des leviers pour, avec cette vision transversale de ce qu'on a vu que les collectivités pouvaient faire. Et donc, on ne l'a pas précisé aussi, mais dans ce guide, il y aura une cinquantaine d'exemples Mm. qui viendront vraiment illustrer les leviers. Et je pense que ça jouera aussi un rôle dans la capacité des collectivités et de tous les opérateurs qui gravitent autour des collectivités à s'approprier ces leviers d'action. Mais ce sera que le début, le 23, parce qu'après, effectivement, on accompagnera la diffusion et on espère effectivement qu'il y aura bien un relais qui pourra après se faire plus localement ou régionalement par les acteurs au plus près des collectivités territoriales. Merci. Je vous propose, comme il n'y a pas d'autres réactions, de conclure, enfin de clore ce webinaire. Pour rappeler donc qu'il a été enregistré et que le diaporama vous sera transmis. Donc vous recevrez le message et les liens la semaine prochaine par mail. Vous indiquez les prochains rendez-vous en termes de webinaire côté Plantécité. Donc le prochain, ce sera le 26 novembre et c'est un webinaire donc, dans le cadre d'un cycle également, un cycle de webinaires du concours Capitale française de la biodiversité, donc, dont le thème 2025 est connu, donc, qui est culture et biodiversité. Donc il y en aura 3 et 2 autres à suivre en décembre et de rappeler que les collectivités peuvent candidater à ce concours jusqu'à février 2025. Donc voilà pour ce prochain rendez-vous et nous aurons d'autres rendez-vous aussi en décembre et notamment un webinaire où on vous fera le bilan de notre activité et on vous présentera quelques perspectives le 19 décembre et vous recevrez bien évidemment le mailing d'invitation prochainement. Donc merci à nouveau aux collègues, donc à Caroline, à Maxime et à Marion pour la présentation. On vous donne rendez-vous donc le 23 janvier 2025 pour le second webinaire de ce cycle.